moi, je suis chargée de mission au Conservatoire botanique et je suis chargée d'accompagner la filière du végétal local et donc d'accompagner les projets sur le Massif central et également chargée de la conservation ex situ. Bonjour, moi c'est Christophe Grèce, du coup je travaille au Conservatoire d'espaces naturels d'Auvergne, chargé de projet dans le Cantal et du coup en charge de la thématique semences locales en particulier. Alors pour le contexte, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Je pense que pendant 2 jours, on a pas mal parlé de l'effondrement de la biodiversité. Vous avez tous bien ça en tête. Là, on va plutôt voir des exemples de solutions. Donc la végétalisation à partir d'espèces sauvages et locales apparaissent comme des solutions pour augmenter localement la diversité floristique et restaurer les écosystèmes dégradés. Donc on a deux types de méthodes qui existent. Donc la végétalisation passive. Donc d'abord, ça consiste à pas faire grand-chose, ou alors surtout d'arrêter en fait de dégrader les écosystèmes, ou bien de valoriser ce qui existe déjà en changeant, en adoptant des pratiques différentes. On a parlé de libre évolution pour les forêts, par exemple. Pour les prairies, ça peut consister à changer les méthodes de gestion, donc en apportant une gestion plus extensive avec des fauches retardées et une diminution des amendements pour voir la diversité floristique des prairies augmenter. Une autre méthode qui consiste à la végétalisation active, donc c'est ce qu'on va un peu plus détailler. Donc c'est dans le cas où la banque de graines du sol n'est pas suffisante pour se régénérer de manière naturelle, ce qu'on pourrait faire avec une végétalisation passive, et que les écosystèmes sont sont trop dégradés pour compter sur la bande de graines du sol pour se régénérer naturellement, ou que les écosystèmes voisins sont également trop dégradés, pas suffisants pour permettre cette régénération. Ça peut être aussi dans le cas où on a des problématiques, des risques d'installation d'espèces exotiques envahissantes. Donc on va avoir recours à des plants ou des semences d'espèces sauvages et locales pour accélérer en fait le processus naturel de régénération et donc restaurer les écosystèmes. Alors, je vais vous parler un peu du contexte et de la marque végétale locale. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par une espèce sauvage? Donc, c'est des espèces qui sont récoltées dans le milieu naturel, qui n'ont pas été semées ou plantées. Et on exclut tout ce qui est variétés sélectionnées par l'homme, donc les variétés agricoles, variétés fourragères et les variétés horticoles. Ensuite, local, tel que défini par la marque, ça correspond à des régions biogéographiques. Donc des régions biogéographiques qui ont été réalisées à partir d'une compilation de différentes cartes. Et donc on considère que l'espèce est récoltée donc, dans une de ces régions. Donc pour nous, c'est le Massif central, sachant qu'ici à Lyon, on est à cheval sur 2 régions, donc bassin Rhône-Saône-Jura dès qu'on traverse le Rhône, et Massif central de l'autre côté. Donc précisons aussi qu'au sein de la marque, il y a également des unités naturelles pour être plus précis sur un découpage aussi plus fin. Donc qu'est-ce que la marque végétale locale? C'est une marque collective dite simple qui est portée par l'Office français de la biodiversité. C'est un outil de traçabilité donc, qui nous permet de connaître l'origine génétique des plants. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est récolté sur une région biogéographique et utilisé sur la même région. Donc on va aller récolter des semences, les mettre en production ou bien les semer directement sur cette même région. Alors aujourd'hui, il n'existe en fait pas d'équivalent pour tracer l'origine génétique des plants. Donc si on veut par exemple restaurer une prairie et qu'on va élaborer des listes d'espèces, qu'on cite par exemple, je dis n'importe quoi, Festuca rubra, et qu'on ne précise pas une origine, on peut avoir du coup plutôt des espèces sélectionnées qui vont venir souvent qui viennent d'Allemagne ou de plus loin et dont l'origine génétique en fait n'est pas connue. Donc là, ça nous permet vraiment de savoir d'où viennent génétiquement les espèces qu'on va choisir, quoi. Et donc cette marque, elle a l'intérêt de pouvoir être citée dans les appels d'offres. Donc on peut citer végétal local, sachant qu'il faut vraiment préciser la région d'origine, sinon ça ne veut pas dire grand-chose, c'est-à-dire que les espèces, si elles sont végétales locales mais qu'elles sortent de la région, elles ne sont plus considérées comme du végétal local. Donc il faut bien préciser
végétal local Massif central ou bassin Rhône-Saône-Jura pour s'assurer de la provenance. Donc cette marque, elle est initiée et animée par 3 réseaux, donc les conservatoires botaniques, la fac agroforesterie qui est représentée en Auvergne-Rhône-Alpes par la mission Haie, et Plantécité, une association de nature en ville. Ensuite, derrière cette marque, c'est une filière avec différents itinéraires techniques de collecte et de production. Donc pour tout ce qui concerne les arbres et arbustes, on a donc des ligneux qui sont des semences qui sont récoltées donc directement sur des arbres dans des sites naturels ou issus de vergers, ce qu'on appelle des vergers à graines, donc des arbres qui vont être préalablement produits pour pouvoir collecter des semences dessus. On a également des jeunes plants de ligneux qui peuvent être vendus racines nues ou en godet, qui servent surtout à la plantation de haies. On a aussi tout ce qui est donc arbres d'élevage, des baliveaux ou des arbres plus grands, des arbres de haut jet, sachant qu'aujourd'hui la filière est encore trop jeune, on n'a pas de sujet encore de grands sujets d'arbres pour l'instant sur le Massif central. Concernant les herbacées, on a donc des graines qui sont soit récoltées directement en nature et qui vont être commercialisées espèce par espèce, donc en sachet individuel, soit des graines qui sont récoltées directement en mélange, qu'on verra tout à l'heure avec mon collègue des détails plus techniques là-dessus, soit des espèces qui vont être donc d'abord récoltées en nature, puis mises en production en pépinière ou en champ, en champ cultivé, pour augmenter en fait la quantité de graines par espèce et produire de même des mélanges qui sont du coup plus sélectionnés, enfin des mélanges qui sont, on va dire, plus maîtrisés dans le sens où on va savoir exactement la composition du mélange, ce qui peut être plus compliqué dans le cas des récoltes directes en mélange. Ensuite, concernant les usages du végétal local, on a différentes catégories d'usages. En agroécologie, donc avec tout ce qui est plantation de haies, bandes fleuries en contexte agricole. La restauration écologique, donc tout ce qui concerne la restauration d'habitats naturels. On peut avoir recours à ces végétaux, par exemple pour restaurer des berges ou des ripisylves. Ou la restauration de prairies, qu'on verra tout à l'heure, avec la récolte de graines en mélange. Et également tout ce qui est aménagement paysager, que ce soit en contexte urbain ou en contexte rural, avec l'exemple des bandes fleuries favorables aux pollinisateurs ou des projets de renaturation en ville. Alors, je vais vous parler d'un exemple qu'on accompagne depuis maintenant 3 ans, qui a bénéficié d'une subvention de la région. Donc, ça se situe à Léotoin, sur le département de la Haute-Loire, à l'ouest du département de la Haute-Loire. Un secteur qui est très exposé au soleil et très sec. C'est un des coins les plus secs de Haute-Loire. Donc ce site est géré par la communauté de communes de Brioude Sud-Auvergne. C'est une association qui s'occupe de la valorisation du site et depuis au moins une dizaine d'années maintenant. Et donc, il y a 3 ans, on a pu choisir des espèces parmi la flore qu'il y avait autour de ce site et récolter donc, sur des sites qui sont dans des conditions écologiques similaires pour choisir une gamme de végétaux dont l'intérêt ici, c'est de pouvoir montrer le côté, de valoriser le côté ornemental des végétaux et aussi de tester la capacité à la résistance à la sécheresse et au soleil, parce que c'est un endroit, donc, comme je disais, très exposé. Le site, ce qu'on voit là, c'est des écailles en pierre sèche, donc c'est des terrasses qui ont été restaurées et qui servent aussi à d'autres projets d'agroécologie. C'est un espace un peu expérimental en fait, de différents projets d'agroécologie. Et donc la conception paysagère a été réalisée par plusieurs classes du lycée agricole d'Issingeaux, qui est représenté aujourd'hui dans la salle. Les lots ont été donc récoltés par nos soins, puis confiés à 2 pépinières qui sont labellisées aujourd'hui sur le Massif central, donc c'est Osmy et Brin d'Herbe. Et également, donc, ces lots, on a fait des tests de germination, nous, au CBN, et les plantations étaient réalisées par des classes du lycée agricole d'Issingeaux.
Alors c'est bien joli de planter, là, donc au début ça fait super bien, mais en fait ce type de projet donc d'aménagement paysager, la clé c'est aussi, enfin c'est beaucoup dans l'entretien qui est fait par la suite. Donc on accompagne une entreprise qui est en convention donc avec la communauté de communes sur quelques journées d'entretien pour permettre aux plantes donc, installées de perdurer. Et aujourd'hui, donc on a 2 années de suivi en fait, des végétaux qui ont été installés. On a un taux de reprise d'à peu près 50% des vivaces qui ont été installés. Donc pour ceux qui ont l'habitude, vous allez dire que ça ne fait pas beaucoup. Mais il faut quand même avoir en tête que ce n'est pas du tout arrosé et qu'on a 5 journées d'entretien qui sont financées. Et surtout, ce qui est quand même intéressant, c'est que la plus grosse perte, elle s'est faite la première année, surtout du fait de la concurrence avec les adventices issus plutôt des milieux d'ourlets autour. Et la deuxième année, en fait, ça s'est stabilisé. On a le même taux de reprise, voire même un peu de semis qui se font. Donc c'est plutôt encourageant. Ensuite, un autre retour d'expérience, plutôt là en agroécologie. Donc ça ne va pas du tout être les mêmes itinéraires techniques, ni les mêmes... on ne va pas faire de l'entretien comme on l'a fait sur le site précédent, où c'est vraiment du désherbage sélectif. Ici, c'est vraiment dans les mêmes conditions que autour. Donc c'est un projet dans le cadre du contrat vert et bleu qui est porté par le parc du Grand Pilat. Un essai de couvert permanent des interrangs viticoles chez 2 domaines des Côtes-du-Rhône, avec des espèces qu'on a récoltées dans les pelouses sèches des alentours. On a testé plusieurs itinéraires techniques, donc du semi-direct, des espèces qu'on a récoltées par contre, qu'on a récoltées individuellement, mais qu'on a ensuite mélangées pour vraiment sélectionner les espèces qu'on souhaitait tester. Et donc le semi direct. Et ensuite, avec ces mêmes graines, ou parfois les boutures pour les sédums, on a testé des rouleaux et des mini-mottes et des godets pour tester des plantations dans les interrangs. Donc aujourd'hui, après 2 années, on a quand même des résultats, quelques résultats. Il faudrait continuer un peu les suivis au moins une année supplémentaire pour tirer des conclusions solides. Mais les semis sont assez encourageants. Et les rouleaux, par contre, étaient assez difficiles à produire. Donc aujourd'hui, les rouleaux de sédum, c'est un peu compliqué à faire en pépinière. Et c'est aussi super compliqué à installer. C'est lourd. Et finalement, malgré l'effet un peu... c'est magique, on le déplie et hop, il n'y a que du sédum. En fait, au bout d'un certain temps, le sédum ne résiste pas au piétinement et du coup, on a quasiment le même résultat après 1 an que l'essai avec les mini-mottes plantées en plein sous le rang. Voilà ce que je peux dire. Je sais pas si... Oups. Donc ouais, moi je vais vous parler plus spécifiquement de l'utilisation de semences locales en mélange pour la restauration prairiale. Donc c'est des techniques qu'on a pu développer depuis maintenant une dizaine d'années au Seine-Auvergne. C'est des choses qui avaient été déjà développées notamment dans les Alpes pour la restauration des pistes de ski qui étaient année après année érodées par le passage des dameuses, etc. Et donc nous, on s'est un peu approprié là, ces premières références pour l'appliquer au monde agricole pour la restauration des prairies agricoles et dans un objectif d'autonomisation des agriculteurs dans la restauration de ces prairies-là. À savoir qu'on l'utilise aussi beaucoup aujourd'hui dans ce qui est notre cœur de métier de restauration de milieux naturels remarquables sur les sites conservatoires qu'on a soit en acquisition, soit en gestion. J'avais prévu de vous faire un peu l'apologie des prairies naturelles pour commencer, mais je crois que ça a été déjà très bien fait sur la table ronde, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et je vais passer directement à la suite, juste quand même pour vous dire sur un peu les genèses aussi de ce projet-là.
en particulier avec le monde agricole, c'est qu'on n'a rien inventé. Donc je vous ai dit que c'était déjà utilisé dans les Alpes, mais c'était aussi déjà utilisé par les éleveurs par le passé. Ils faisaient souvent le fond de grange là où ils avaient le foin qui était stocké. Ils ramassaient souvent le fond de grange au printemps. D'une fois que le foin était parti, il restait toujours des graines qui étaient tombées, qui mettaient au bord, là où était le râtelier ou au bord des bacs d'abreuvement, etc., pour revégétaliser ces milieux-là. Donc du coup, on s'est juste approprié cette idée-là pour essayer de développer des techniques à plus grande échelle. Et ces expérimentations, on les a fait aussi sur demande d'agriculteurs, notamment sur l'Aubrac cantalien. On a fait des expérimentations sur le territoire de Saint-Flour Communauté. Et voilà, c'est les agriculteurs qui étaient aussi demandeurs d'expérimenter des choses suite, notamment, on en a parlé aussi tout à l'heure, suite à des dégâts de campagnols et du coup à une dégradation de la qualité des prairies. Donc c'est quelque chose d'important aussi de quand on amorce des projets un peu comme ça d'envergure, de partir d'un besoin de base et d'une volonté des agriculteurs. Donc ces semences locales-là, c'est pas une solution miracle pour la restauration des prairies. Ça a été dit par Axel, c'est qu'il y a une méthode, la méthode la plus efficace pour restaurer les prairies, c'est de la laisser grainer à partir du moment où elle n'est pas dans un état de dégradation qui fait qu'il y a des plantes indésirables qui couvrent l'ensemble de la parcelle. Et Pierre-Marie tout à l'heure le disait, 2021 ça a été le meilleur plan de restauration des prairies naturelles depuis un moment, avec du coup un printemps très pluvieux qui a dû retarder la fauche et qui a fait qu'il y a énormément de prairies qui ont grainé naturellement et qui se sont restaurées du coup avec ces fauches tardives. Mais comme on est aussi les agriculteurs ont une activité économique qui est contraignante d'un point de vue financier, on n'a pas forcément tout le temps d'attendre que la prairie se restaure naturellement. Et donc on peut donner un petit coup de boost avec les semences, en gardant en tête aussi, c'est que si on a une prairie qui est dégradée, ça a été dit aussi je crois tout à l'heure, si on a une prairie dégradée, c'est qu'il y a aussi probablement des pratiques de gestion qui sont inadaptées à ce milieu-là, et qu'on aura beau réalimenter en graines, si on maintient les pratiques, on aura toujours ce même problème. On parlait des fauches précoces qui sélectionnent les espèces précoces. Voilà, on aura beau réalimenter en espèces tardives, elles vont finir par disparaître du fait de ces fauches précoces. Mais bon, les semences locales, en tout cas, enfin deux solutions du coup pour réalimenter ces prairies-là, c'est soit on achète des semences du commerce qui sont produites souvent à l'autre bout du monde, au Canada, en Nouvelle-Zélande, etc., qui ne sont pas du tout adaptés à nos conditions, qui coûtent cher. Soit on essaye de s'appuyer sur une ressource naturelle qu'on a sur les fermes, c'est-à-dire sur ces semences locales. Donc pour ceux qui n'ont pas capté, ces semences locales, on va les récolter sur des prairies existantes du coup. Notamment par exemple des prairies de fauche avec une attention particulière sur le fait que cette prairie, il faut qu'elle soit d'un bon état et la plus diversifiée possible pour pouvoir récolter du coup une diversité de graines qui soit intéressante et qui puisse s'implanter dans la prairie qu'on souhaite restaurer. Donc pour ça, pour la récolte du coup de ces graines-là, on a différentes techniques. Donc je vous parlais surtout de la restauration de prairies dégradées, mais c'est aussi des techniques qui peuvent être utilisées pour la conversion d'anciennes cultures, par exemple, qu'on voudrait reconvertir en prairies. Et après, dans le génie écologique aussi, ça peut être de la restauration, par exemple, de prairies à la place d'anciennes plantations de résineuses qu'on fait. Sur lesquelles on a pas mal d'expérience au conservatoire sur des opérations comme ça, sur des zones humides qui ont été drainées depuis X temps. Voilà, ça peut servir aussi pour ces opérations de restauration écologique par les gestionnaires d'espaces naturels. Très rapidement, du coup, on a 3 techniques majoritaires en termes de récolte de ces semences locales. La technique qu'on priorise, c'est la récolte à la brosseuse. Donc c'est des outils qu'on a développés, qui ont été jusque-là un peu expérimentaux et qui commencent à être produits maintenant en série par des fabricants de matériel agricole. Qui vient tout simplement sur des prairies qu'on laisse monter, à maturité, qu'on passe et qui vient brosser tout simplement les épis et ramasser les graines sur ces parcelles-là.
On a la technique de récolte à la moissonneuse-batteuse, donc là qui nécessite d'avoir des grandes parcelles mécanisables forcément, mais qui est aussi qui a un très bon rendement, une belle efficacité en termes de récolte. Et on a la technique de transfert de foin, c'est-à-dire que là on va faucher la parcelle source pour l'épandre ensuite sur la parcelle receveuse. Donc c'est ces trois méthodes qui ont des avantages et des inconvénients, mais qui sont complémentaires parce que selon le contexte de récolte ou de semis, on va plutôt privilégier une technique par rapport à l'autre. Par exemple, la brosseuse, elle va être plutôt adaptée pour des petits terrains, pas trop mécanisables, avec des bords de parcelles un peu biscornus. La moissonneuse-batteuse, je l'ai dit, elle va être utilisée plutôt sur des grands terrains. Elle aura l'avantage de pouvoir ramasser pas mal les plantes basses, ce qu'aura du mal à la faire la brosseuse, parce que la brosseuse, elle va ramasser les plantes à partir d'à peu près 10-15 cm. La moissonneuse, du coup, va pouvoir récolter ces plantes basses, et notamment les légumineuses. Le transfert de foin, l'avantage c'est qu'on va créer un mulch en épandant le foin sur la prairie receveuse, donc ce qui va booster un peu la vie du sol. Le foin également qui est épandu va servir à couvrir les graines, donc ça peut être utile notamment sur les terrains à nu et en particulier quand on va convertir des cultures, mais qui peut être utile aussi quand on va restaurer des zones d'estive d'altitude où d'une part les UV du soleil sont plus puissants et plus agressifs et peuvent attaquer la plante, et d'autre part où les hivers sont plus rigoureux et les plantes peuvent souffrir de cet hiver-là. Donc je ne rentre pas plus dans le détail parce qu'on n'a pas le temps, mais si vous avez des questions, on pourra en rediscuter. Grosso modo, dans ces expérimentations qu'on a pu faire jusque-là, on constate, on a pu faire du coup établir un peu des références. Sur les premières expérimentations qu'on a fait sur le territoire de Saint-Flour, donc on était à peu près à 1000 mètres d'altitude, on avait des rendements de mélange de graines qui étaient grosso modo à 50 kg hectare. On a fait des expérimentations de récolte sur le secteur de Morse, donc là vraiment Sud-Cantal à 200-300 mètres d'altitude. On est monté avec la moissonneuse à 500 kg de graines à l'hectare. Donc si vous convertissez ça en fonction du prix de vente des semences commerciales pour comparer, vous vous rendez compte que c'est quand même une mine d'or. Donc ce que j'ai dit, de différentes techniques qui répondent à différents contextes. On vise, donc ce que je disais, nous, on vend pas du matériel, on vend pas la brosseuse, on vend pas des prestations de récolte. On n'aurait pas la capacité de pouvoir intervenir partout, mais en tout cas, ce qu'on veut, c'est faire passer ces références-là aux agriculteurs et les sensibiliser à la nécessité de préserver les prairies naturelles, et qu'eux-mêmes après puissent s'équiper, ou alors ou faire appel à des prestataires pour faire leur propre récolte, ramasser leurs propres semences, les utiliser sur leur ferme pour restaurer leurs propres prairies et faire gagner en surface les prairies en bon état de conservation. Ça a été dit aussi tout à l'heure, mais voilà, on a de manière générale à l'échelle de la France, mais aussi du Massif central, une dégradation de l'état de conservation de ces prairies qui est assez généralisée. Pourquoi pas aussi que ces techniques-là puissent répondre aussi à un marché derrière, à une filière végétale locale et semences locales qui puisse aussi, pourquoi pas, alimenter des marchés publics qui seraient demandeurs de semences locales pour la restauration de milieux anthropisés, etc. Voilà. Et juste en perspective, toujours sur ces aspects aussi d'accompagnement des agriculteurs, mais aussi accompagnement des acteurs de la filière végétale locale et des acteurs de la restauration écologique. On a développé on est partenaire dans un projet européen qui s'appelle FLOR, qui rassemble des structures françaises, notamment on travaille avec le Seine Occitanie qui est pilote sur ce projet-là, mais également des structures en Espagne et au Portugal qui sont un peu moins expérimentées sur ces aspects de récolte et de semis de semences locales, pour voilà, essaimer un peu toutes les connaissances qui ont pu être acquises, expérimenter également de nouvelles techniques sur des milieux qui sont un peu plus complexes à récolter, et accompagner le CBN aussi dans du coup la structuration de la filière locale et l'accompagnement des différents acteurs, que ce soit des collectivités, que ce soit des aménageurs, des paysagistes, etc., pour
inciter à l'utilisation de ces semences locales et pourquoi pas aussi créer des débouchés du coup pour les agriculteurs qui pourraient les inciter encore plus à conserver leurs prairies naturelles diversifiées parce que aussi elles peuvent répondre aux besoins d'un marché qui commence à être en croissance. Voilà, j'ai fait le tour. Merci Christophe et Axel. On va faire toujours le même exercice et si vous avez quelques questions sur ce sujet en termes de restauration. Bonjour, merci pour la présentation. Je me demandais au niveau sur les prairies, si tu avais des résultats après semis sur les pourcentages d'espèces semées et s'il y avait des inventaires de fait après sur des résultats. Est-ce qu'il y a plutôt des annuels qui sortent? Est-ce que les vivaces s'implantent bien aussi et combien d'années il faut à peu près pour avoir une belle prairie derrière ou enfin, voilà, des éléments de réponse sur le suivi. Merci. Oui, alors on n'a pas encore, enfin on a des suivis, enfin on a les résultats en tout cas accessibles sur des suivis en N+2. Ce qu'il en ressortait, c'est qu'au bout de 2 ans, on commençait à avoir une prairie qui ressemblait à quelque chose avec notamment une augmentation des légumineuses qui était très peu présente sur la première année et selon les contextes aussi d'implantation et du type de végétation qu'on avait à l'origine, des annuels qui étaient plutôt en régression, ouais, avec qui étaient enfin en nette régression à partir de la 2e année, avec des rudérales qui diminuaient fortement et qui étaient remplacées du coup plutôt par les légumineuses et avec une stabilisation un peu des graminées qu'on avait. Après sur justement là dans ce projet-là que je vous citais avant, on voudrait aussi faire ces suivis naturalistes et comparer un peu plus finement la réussite de transfert des plantes. On voit un peu sur les expérimentations qu'on a pu faire qu'on a du mal à ramasser, enfin sur des prairies qui peuvent avoir 100 espèces, on a du mal à ramasser l'essence, c'est même pas, enfin on n'en parle pas, mais à ramasser suffisamment en tout cas de cette diversité. C'est pour ça qu'il vaut mieux partir sur une prairie qui est vraiment très diversifiée pour, même si on va ramasser que 50%, ben, si on en a 100, c'est mieux que si on en a 20 quoi. Mais en tout cas, oui, on a des résultats encourageants en N+2 et on est en analyse des résultats qui sont, je crois, en N+4, qui ne sont pas encore disponibles. Je ne sais pas si vous allez pouvoir me répondre, mais on a le cas de prairies complètement envahies de raies-gras. Et je ne sais pas si vous avez des itinéraires techniques qui permettent de vraiment semencer une prairie sur ce type de milieu. Des prairies envahies de raies-gras et on n'arrive pas à faire pousser une vraie prairie et développer dessus. Je ne sais pas s'il y a des itinéraires précis qui permettent de lutter contre ça, quoi. Ouais, j'en ai pas parlé j'ai parlé surtout des modalités de récolte, mais pas forcément des modalités de semis. Et en fonction du contexte, on va plutôt soit partir sur un sur-semis avec un grattage superficiel du sol, ou alors soit sur un labour, même si c'est jamais terrible pour la vie du sol, mais en l'occurrence, quand on est en raies-gras ou un dactyle, ou en tout cas des espèces qui sont très agressives, les résultats, enfin, on a fait les expérimentations avec non-labour et labour, et les résultats sur des prairies temporaires comme ça, c'est plutôt partir sur du labour, parce que sinon elles prennent, ces espèces-là prennent le dessus sur celles qu'on veut implanter. Donc plutôt labourer et après semer. Moi, c'est une toute petite question. Merci pour votre présentation. C'était par rapport aux pratiques agricoles, parce que je ne sais pas si vous en avez parlé à un moment ou à un autre. Parfois, il y a de l'épandage ou des choses comme ça. Vous faites, c'est quoi vos modalités en fait pour la gestion après? Est-ce que l'épandage il est autorisé à certaines périodes ou il n'y en a pas du tout pour justement favoriser la croissance de ces prairies?
c'est pas assez clair. Si, c'est très clair. Ça dépend un peu aussi des contextes, ça dépend aussi des précédents qu'il y a. Quand on a été sur une culture où, c'est quand on convertit une culture en prairie où la culture a reçu quantité et quantité d'engrais ou de fumier lisier, etc., et que le sol est saturé en azote, on va éviter d'en rajouter parce qu'il y en a carrément suffisant. Après, quand c'est sur par exemple des conversions de plantations de résineux en prairie, là où on a plutôt un excédent de carbone par rapport à l'azote, on va essayer de favoriser, d'aller mettre du fumier bien composté, etc., pour refaire une structure du sol qui soit équilibrée. Donc ça dépend du contexte, mais après dans différents contextes, un petit coup de boost avec plutôt du fumier, ça peut être favorable. Et après, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que souvent nous on intervient, pour essayer de convaincre, de sensibiliser les agriculteurs et leur montrer un peu comment ça se passe. On fait souvent des démonstrations de matériel. Donc on va faire une récolte chez un agriculteur, qui met à disposition une parcelle qu'on restaure, et après on lui fait des préconisations de gestion, mais après c'est l'agriculteur lui-même qui gère, ou on n'impose pas d'obligation parce qu'il est chez lui. Mais voilà, on peut faire effectivement des préconisations, et on sait que une fertilisation à outrance, ça va favoriser, ça va avoir tendance à homogénéiser la parcelle, qui va perdre forcément en diversité et qui va être moins résiliente face aux sécheresses, etc. Donc voilà, dans tous les cas, la préconisation, ça va être des apports raisonnés, voire pas d'apport s'il y a eu des précédents avec une surfertilisation. Lorsque vous avez ressemé des prairies, est-ce que vous avez semé à différentes périodes? Et si oui, est-ce que ça a donné des résultats différents? Alors sur le semis, on a remarqué que les semis d'automne partaient mieux. Alors ça dépend des années, mais on constate de plus en plus de sécheresse printanière. Pas cette année pour le moment, mais là on n'aurait même pas pu semer cette année, donc du coup le problème aurait été réglé. Mais oui, on préconise plutôt de semer à l'automne. Après, sur les aspects de semis, les agriculteurs, ils ont plutôt l'habitude. En général, il y en a beaucoup qui sèment déjà des prairies, et c'est à peu près les mêmes recommandations qu'on peut avoir que sur des semis de prairies artificielles. Donc ça va être plutôt des semis en septembre-octobre. Après, ça dépend de l'altitude, mais plutôt semis à l'automne plutôt qu'au printemps. Et après, pour les récoltes aussi, c'est un peu la difficulté aussi de la récolte et d'arriver à avoir de la diversité. C'est que forcément une prairie où il y a 100 espèces, elles n'arrivent pas toutes à maturité en même temps, et donc il faut arriver à avoir à peu près le compromis entre la maturité notamment des graminées et la maturité des légumineuses pour essayer d'avoir cet équilibre et de ramasser un peu les deux. Et là, alors pour ceux qui parlent un peu en degrés jour, en cumul de température depuis le début de l'année, on voit dans les retours d'expérience que la récolte se fait à peu près entre 1450 et 1500 degrés jour. Donc ça fait grosso modo 2 semaines après les fauches en foin sec qui sont habituellement pour les agriculteurs. Donc, une dernière question. Oui, pour moi, ma question, c'est en milieu urbain. Donc nous, on est de France Nature Environnement Rhône, et du coup, on a des terrains à vie urbaine qui ne sont pas à nous, qui sont à la commune, mais qu'on gère. Et du coup, sur une partie qui sont suite à des travaux donc de très mauvaise qualité. Du coup, aujourd'hui, c'est que des rudérales. Et je ne sais pas si vous avez de l'expérience là-dessus. Du coup, pour avoir des semences, mais adaptées, donc déjà, on n'est pas en contexte de montagne, et puis vraiment en milieu urbain, donc plutôt qui résiste aussi un minimum au piétinement. On a quelques exemples, mais milieu urbain, après nous, c'est plutôt dans des villages. On a une commune à côté du conservatoire qui est Saint-Georges-d'Aurac, donc ça fait 4-5 ans qu'il y a eu des plantations, et donc on a quelques retours sur des espèces qui en effet résistent dans ces contextes-là, mais voilà, on n'en a pas beaucoup pour l'instant. Merci. On va
Ouais, juste, alors, 2 secondes, juste pour répondre aussi, on a fait des expérimentations de revégétalisation d'anciens centres d'enfouissement sur la commune de Pont-du-Château, de Clermont-Ferrand, sur un sol de remblai qui n'était pas terrible. On l'a fait avec de la semence locale de prairies naturelles. Et au début, ça met du temps quand même à s'implanter parce qu'en plus, le sol est vrai et pas forcément prévu pour accueillir les plantes de prairies. Et après, ça dépend aussi de qu'est-ce qu'on veut derrière. Est-ce qu'on veut quelque chose qui soit attrayant pour les habitants, donc plutôt avec des fleurs. Et je voulais juste dire qu'il est possible aussi de faire des mélanges où vous pouvez semer un mélange prairial et ajouter par exemple des semences végétales locales qui auront été sélectionnées et développées en pépinière, peut-être plus attrayants, soit des vivaces ou après des plantes à fleurs aussi qui sont un peu plus esthétiques.